Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parole de druide. Je suis Christophe Rousseau, le jeune padawan de Druides Adana, si présente. Joël, bonjour. Coucou Christophe. Tu as l'air de bien aller, tu es toute souriante, ça fait plaisir. Et puis aujourd'hui, on a un invité Mhm. spécial qui s'appelle Jean-Baptiste. Et peut-être, Joël, tu veux le présenter en 2 mots? Ouais, avec plaisir. Alors en 2 mots, ça Quoi? sera difficile avec Jean-Baptiste, mais je vais essayer de synthétiser la chose. Donc Jean-Baptiste, je l'ai rencontré au tout début dans le contexte de la géobiologie, qui est une pratique qu'on a en commun. Et puis c'est dans les recherches autour de la géobiologie, de ce qui peut se faire dans un lieu, qu'on s'est rencontrés. Et puis, Jean-Baptiste, j'ai découvert qu'il est passionné ou il pratique beaucoup la philosophie. Et voilà, c'est suite à ça, en fait, on a cheminé ensemble dans, les chemins druidiques, entre autres, et la forêt et les arbres et l'amour de la nature. Voilà, pour, décrire brièvement Jean-Baptiste, à travers mon regard. Mais peut-être peut-il mieux le faire lui-même? Exactement. Bienvenue, Jean-Baptiste. Bonjour tout d'abord et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à toi, bonjour Joël, bonjour Christophe. Et puis merci de m'avoir invité ici. Bon alors si je comprends bien, il faut que je continue un petit peu la présentation, mais en gros dans les grandes lignes, le principal a été dit et c'est vrai que moi voilà, j'ai grandi dans un milieu philosophique, mais la particularité c'est ce milieu philosophique dit pratique, donc comme on l'entendait à la base de la philosophie, non pas simplement une pratique intellectuelle, mais une tentative de pratiquer aussi dans la vie quotidienne des valeurs fortes, et notamment aussi par le dialogue socratique, voilà, qui est une manière d'appréhender aussi toutes les notions philosophiques et de les mettre en pratique, puisque par le dialogue, on va comprendre des notions et ensuite on va essayer de les mettre en pratique. On ne peut mettre qu'en pratique que ce qu'on comprend. Et voilà, et c'est vrai que c'est ma pierre à l'édifice dans l'école de Joël, d'amener ce point-là particulier dans le druidisme, c'est-à-dire comment on pourrait dire ça, une sorte d'attention particulière à la parole et une attention particulière à la définition des choses, au lien qu'on a aux choses. Et je pense que dans une ère actuelle où l'indéfinition commence à devenir assez prenante, c'est assez important de revenir sur ces valeurs-là. Bienvenue à Parole de druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joëlle Chautan, également connue sous le nom de Druides Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Ouais, c'est vrai que quand tu es entré dans l'école, tu nous as poussé à nous poser beaucoup de questions. Tant au niveau des participants au cours que nous-mêmes en tant que formateur enseignant d'une pratique druidique, et encore maintenant en fait, tu amènes quelque chose de précieux qui est ce questionnement sur, le sens des mots, mais aussi, sur des questionnements plus fondamentaux, plus moraux, le lien aussi avec les valeurs et tu as amené quelque chose de très riche et qui dans le druidisme en fait, s'est complètement perdu peut-être avec le temps. Dans le sens où rien n'a été écrit donc voilà, c'est un peu notre rôle, à nous tous de retrouver un peu ces valeurs de base, qui sont transmises dans le druidisme, qui sont finalement quelque chose,
que toi, tu as déjà beaucoup exploré par ta pratique. Oui, ouais. Et puis d'ailleurs, c'est même un peu paradoxal de se dire que c'est le fait qu'il n'y ait rien d'écrit, que ce soit justement une transmission orale. Comme tu l'as dit, il y a quelque chose qui a été perdu, ce qui est d'autant plus étonnant parce que on va, par la parole, tenter de transmettre quelque chose. C'est d'autant plus important de mettre l'attention là-dessus. Que si on a quelque chose d'écrit, on peut l'interpréter. Là, parce qu'on peut isoler une phrase, tu vois, par exemple un livre, et aujourd'hui beaucoup de gens le font, ils lisent un livre d'un philosophe ou d'un maître de sagesse, ils en prennent juste une phrase et ensuite ils l'arrangent à leur sauce, parce que tout le contexte avant et après n'est pas considéré, donc il y a quelque chose de très isolé, très subjectif, et ça c'est le danger. Par contre, c'est vrai que, et c'est ce qui moi me motive aussi à aller et à travailler ça, c'est de dire, mais puisque c'est une transmission orale, c'est presque d'autant plus important de faire perdurer ce qu'il y a derrière la parole, ce qu'on va y mettre derrière, autant par rapport juste aux mots que à la phrase au complète, etc., etc. Et c'est marrant en même temps de voir que c'est une transmission orale, mais on a vraiment perdu quelque chose, et je pense qu'on a perdu beaucoup plus que ce qu'on pense, mais pas que dans le druidisme, je te rassure. Je pense que même dans le domaine purement philosophique, on a perdu énormément. Et tu parles de valeurs, et je pense que c'est le point crucial d'ailleurs, c'est la transmission des valeurs. La technique, on peut la reproduire, tout comme on le fait avec le dialogue socratique, mais il y a vraiment différents chemins d'utiliser le dialogue socratique qui va permettre différents types d'issues en fonction du sens qu'on a de la vie, le sens qu'on a des mots et le sens qu'on a en plus de sa propre subjectivité et de nos envies. On va vouloir faire des fois dire quelque chose de précis à quelqu'un dans le dialogue, alors que l'idée c'est plutôt de le faire accoucher de lui-même comme le voulait Socrate à la base. Du coup, tu pourrais nous parler un petit peu plus de Socrate dans... C'est ce que tu voulais demander? Ouais. Alors, vas-y, je te... Non, je voulais rebondir parce Ouais. que je pense que pour nos auditeurs et auditrices, peut-être qu'ils ne connaissent pas Socrate, enfin, ils ont entendu parler sûrement, mais qui ne savent pas ce que c'est que le dialogue socratique, peut-être expliquer un petit peu, Oui. éventuellement donner quelques exemples. Alors des exemples, il faudrait qu'on fasse un dialogue entre nous. Encore une fois, moi je vais avoir une manière de l'appréhender. Je pense que c'est quelque chose qui peut se pratiquer, qui se pratique de toute façon chaque seconde ou avec chaque personne. Après, c'est plutôt un état d'être. Alors pour présenter Socrate, mais alors très succinctement, en gros c'est un philosophe de l'Antiquité grecque qui, pareil, c'est-à-dire lui consacrait beaucoup d'importance à l'art du questionnement, à l'art de la parole, puisque le questionnement était un moyen de faire élever la conscience des hommes. Dans le sens où si on affirme quelque chose, en gros, on s'arrête là, on dit on affirme quelque chose, c'est vrai, on passe à la suite. Mais le fait de remettre en question une affirmation, une idée, un concept, va pas forcément dire que ce concept est faux, que cette idée est fausse, mais ça va faire grandir, ça va ouvrir le champ des possibles de conception de cette idée ou de ce concept. Et lui avait toujours avait en fait cette façon d'être avec tout le monde, c'est-à-dire oui peut-être, mais atteindre une vérité, c'est pas clamer la vérité, c'est justement la travailler, la questionner, la regarder sous le plus d'angles possible en fait. Et Socrate, lui, allait dans la rue et questionnait les gens. Questionner les gens pour questionner leur mode de vie, questionner leurs croyances, questionner leurs certitudes, questionner leurs doutes, et puis les aider par cet art du questionnement à les faire s'éveiller à eux-mêmes. Voilà. Il n'y avait pas nécessairement d'objectif précis à faire dire quelque chose à la personne ou à faire sortir une valeur précise. C'était en fonction de ce qui se présentait, en fonction de la personne elle-même qui était en face de lui, que le dialogue se faisait et que le chemin se faisait. En fait, c'était un chemin plutôt conjoint qu'une idée vraiment directrice à dire, bon, il faut atteindre cette vérité-là. Puisque pour lui, Socrate, c'était celui qui disait « je sais que je ne sais rien », et plus il savait qu'il savait rien. Donc ça le mettait dans il paraît que ça le mettait dans un état assez angoissant de se dire, en fait, plus je découvre de choses, plus je découvre que, en fait, notre ignorance est immense. Donc plus on pose de questions,
et plus on rentre dans une vastitude de choses qui nous permet, paradoxalement, de contacter les vrais mystères de la vie, en fait. Puis ça rend plus Donc, libre aussi, non? Ou un peuple quand l'invites, enfin, quand tu l'invites au questionnement, j'ai l'impression. bien sûr, puis ça, c'est évident parce que si on se pose plus de questions, on fait que suivre ce qu'on nous dit, tu vois? Je veux dire, Mmh. on achète des billets pour le match de football, on achète des frites, on y va, personne ne se posera les questions de savoir si c'est éthique ou pas de le faire. Enfin, et c'est un exemple comme un autre, mais Attention. après ça se voit ça se voit aussi dans d'autres domaines. Le fait de ne pas se poser de questions, en fait, clairement, nous renferme dans une façon de voir les choses. Cette façon-là, en plus, peut être tellement subjective parce qu'elle va dépendre de notre contexte de vie actuel, de notre éducation, de nos blessures. Et en fait, on va construire, en fait, une image de nous et du monde en fonction de tout ça. Et le fait de ne jamais la remettre en question, on va dire: «Le monde est comme ça et ma réalité, c'est la bonne». Elle est presque universelle. Et ça, c'était un gros problème pour les philosophes, par exemple. C'était de faire en sorte que les gens ne pensent par eux-mêmes, mais pas que pour eux-mêmes. Pensent par eux-mêmes, mais pour ouvrir le fait qu'il y a d'autres façons de penser, il y a d'autres façons de concevoir les choses et la vie, et on peut les aborder par le questionnement. Sinon, c'est: «Ma vie est comme ça, moi je sais que, je me suis fait mon gâteau au chocolat, c'est cette recette-là, c'est la meilleure, et puis point barre». Mais si quelqu'un dit: «Ah ouais, mais tu mettrais pas un peu plus de sucre dans ton truc ou tu mettrais pas un peu plus de chocolat, machin?» Et puis là, on rentre, on se dit: «Mais non, c'est pas ça la recette. Ma recette, c'est ça et elle est la bonne», et puis blablabla. C'est un exemple, encore une fois, voilà, qui peut On est peut-être obligé d'en donner, hein. un peu simpliste, mais le principe reste le même. Mmh. C'est-à-dire quand on est dans une sphère, quand on est dans un monde, un univers qui est le nôtre, si on ne le questionne pas, on n'a aucun moyen de contacter l'univers des autres. Et du coup, on ne s'enrichit que très peu, ou du moins, si on ne parle pas d'enrichissement, on parle déjà de subjectivité et objectivité. L'objectivité de la vie, c'est quoi? C'est d'avoir le plus de possibilités de voir la vie autrement pour savoir comment elle fonctionne. Et ça, c'était un point de vue des druides, par exemple. C'était l'observation de la nature, de voir tous les cycles, comment ça va, blablabla, et d'essayer d'avoir en fait un maximum d'éléments pour comprendre comment la nature fonctionnait, pour être en lien avec les lois de la nature. C'est ce qui rend d'ailleurs difficile certaines, appréhensions de sites, actuellement, hein. C'est qu'on va pas du tout avoir la même capacité de regard. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu ce que je peux observer, c'est qu'en fait, ils avaient un regard sur le monde tellement différent de nous qui dormons dans des maisons, qui, sommes quand même, malgré qu'on passe beaucoup de temps dehors, on est quand même nettement moins dehors que ce que ça se faisait, au temps des druides, et donc du coup, on a un regard sur le monde qui est quand même beaucoup plus distancé, et réussir à observer un lieu comme eux l'ont fait, c'est quasiment impossible, en fait, parce qu'il y a eu il y a trop de temps, il y a trop de différence, en fait, entre 2. Bien sûr, il y a comme on le dit aussi, si on prenait l'exemple, par exemple, de l'Égypte, quand tu as vu la conférence sur l'Égypte, la magie sur l'Égypte, la, la, la conception de la vie était tellement différente, effectivement, que là, on doit retrouver une façon, on doit retrouver cette manière de penser, mais avec un cerveau presque construit différemment, parce qu'avec le temps, on a orienté notre civilisation et notre humanité Mmh. dans un chemin au fur et à mesure, il prend la tangente. Donc, ça, c'était la façon des druides, et ça, maintenant, c'est notre façon moderne de voir. Forcément, avec les années, ça s'écarte, ça s'écarte, ça s'écarte. Mmh. Et aujourd'hui, on doit se remettre en, en lien d'une manière qui, pour nous, est complètement non naturelle, presque. Mmh mh. Et on est plus, c'est pas qu'on est plus programmé pour ça, mais c'est que ça nous demande de sortir de quelque chose qui nous a construit depuis maintenant des milliers d'années, parce qu'on peut parler en milliers d'années avec le druidisme, pour y revenir avec ce truc-là maintenant, ou même ce contexte sociétal, environnemental qui est complètement différent. Bien sûr, on n'aborde pas du tout les lieux et on n'aborde pas l'humain de la même manière que eux le faisaient à l'époque.
et même nos philosophes, je veux dire, c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, avec 2500 ans d'histoire, voire même plus, parce que là, on parle de Socrate, mais il y a une histoire pré-socratique qui était énorme aussi et qui apportait plein de sagesse. Et pourquoi on l'actualise toujours pas? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui fait que c'est si dur de mettre en place des valeurs philosophiques ou bien un état même, je veux dire, parce que la philosophie intègre aussi la politique, par exemple. Quand on voit comment ça se passe aujourd'hui, on se dit non, il y a un bug dans la matrice là, c'est pas possible. Mais bah, ma foi, on s'est construit comme ça. L'histoire de l'humanité a généré cette construction. Bah, quand on a commencé à construire une maison et qu'elle est un peu bancale, bon, bah, on fait quoi? Soit on met des étais pour que ça tienne, puis on continue, soit on doit la déconstruire, mais il faut faire quelque chose de toute façon. Mmh. Donc là, on est en train de continuer une histoire avec certaines personnes comme toi, Joël, qui essaient de réinsuffler quelque chose d'une tradition qui porte des valeurs fortes, de lien à la nature, de lien à l'environnement, de place de l'homme dans l'univers, enfin, ne serait-ce déjà que dans la nature, même s'il n'a pas perdu sa place, l'humain, hein, mais simplement, il en a pris une nouvelle. Il en a pris une où, au lieu d'être dans un coin comme tout le monde à faire ce qu'il devait faire, il a pris la place du super king Mmh. qui se permet de tout défoncer quand il le veut, parce que c'est lui qui décide de toute façon. Quand tu parlais des valeurs, est-ce que, tu m'as cité tout à l'heure, hein, Mhm. valeurs de base, est-ce que ben, voilà, dans le druidisme, je voulais juste avant ça peut-être juste, poser une question. Je pense que les personnes qui nous écoutent se la posent peut-être aussi. Tu as dit que Socrate, était un philosophe grec. Il est de quelle période? Là, tu as dit 2500 ans, donc il Et aurait 500 avant Jésus-Christ, plus ou moins. d'accord, OK. Moins Donc il 500. aurait pu côtoyer des druides? Il aurait pu, bien sûr, et je crois que certains présocratiques Probablement. l'auront fait, probablement, oui, bien sûr. Mhm. Mmh. Et je pense que même la philosophie est la continuité, de toute façon, est la continuité de quelque chose qui a existé. C'est-à-dire que c'est pas Socrate qui a inventé la philosophie, c'est pas Socrate nécessairement qui a inventé le dialogue, et c'est pas Socrate, ni Platon après lui, qui ont repris les concepts pour pouvoir les travailler. Je pense qu'il y a des grandes sagesses typiquement mythologiques. Il y a déjà des gens avant eux qui se sont intéressés ou même pas intéressés, c'est même pas une question d'intérêt, comment on pourrait dire ça? Il y a des gens avant eux qui étaient en lien avec une intelligence, cette intelligence de la nature, pour pas parler de philosophie. C'est un peu des fois ce qui me dérange, maintenant, c'est que quand on parle de philosophie, on va cloisonner quelque chose. Mais je pense qu'il y a une connexion où il y avait une façon d'être à la nature qui était sage. Le mot philosophie, à la base, veut dire amour de la sagesse. Donc en fait, il y avait des gens avant Socrate qui étaient déjà en contact avec cette sagesse qui était la connaissance des lois de la nature. C'est quoi la connaissance d'une loi de la nature? Ben, c'est l'observation de ce qui se passe dans la nature, de comprendre son principe, même si on ne le nomme pas en disant ça, c'est comme ça. Mais par contre, on sait que de saison après saison, d'année en année, de décennie en décennie, etc., la nature a tendance à réagir comme ça, à faire comme ça. Et nous, dedans, est-ce qu'on fait la même chose? Est-ce qu'on suit le mouvement? Est-ce qu'on s'y intègre? Est-ce que euh, comment on évolue avec elle? Voilà. Et ça, on l'a perdu. Voilà. Mmh. Ça, on l'a clairement perdu. Donc, ouais. On peut même faire le parallèle, ça vient de me sauter à l'esprit, entre les philosophes et les druides. Alors on va revenir sur tous les points communs qu'on peut leur trouver, mais j'en vois un qui est évident, c'est que les philosophes comme les druides étaient pas comme on l'entend maintenant, ce qui est de la philosophie, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent d'une façon très littéraire. C'était quand même des scientifiques, des mathématiciens, des physiciens. Pythagore était un philosophe. Pythagore, Aristote, c'est pour ça Aristote, ils étaient tous des scientifiques, jusqu'à Spinoza, qui était un physicien, qui s'intéressait à l'alchimie, à la chimie, à la philosophie, donc, à la théologie. Donc pendant très longtemps dans l'humanité, et les druides, de la même manière, s'intéressaient à toutes les choses de la nature, que ce soit scientifique, littéraire, on faisait pas de différence, et c'est que à notre époque maintenant, on a tout voulu se séparer pour une raison que j'ai toujours pas compris, mais voilà. La science. Oui, mais la science, ça posait pas un problème
au Moyen-Âge où, Mmh. alors peut-être le Moyen-Âge n'était pas le meilleur moment, mais en tout cas ça posait pas un problème pendant plus de 2000 ans que, les scientifiques soient aussi des philosophes et s'intéresser aux choses de la nature et des biologistes et s'intéresser aux étoiles et à ce qui se enfin voilà, à tout ce qui se passe en fait autour d'eux et Mmh. on peut faire en tout cas le parallèle entre les philosophes et les druides sur ce plan-là. Alors les druides étaient peut-être plus impliqués dans la politique, et quoique les philosophes y étaient aussi, hein. Sur le fait que c'était des gens qui étaient, multipotentiels, ouverts à toutes ces choses, ce qui fait que le monde était ce qu'il est. Bien sûr, bien sûr. Bah, chez les druides et je pense que et chez les philosophes antiques, l'idée c'était de faire en sorte que l'humain et la nature correspondent. Enfin, c'était de faire en sorte que l'humain comprenne la nature, mais sur tous ses plans. Que ça soit Là, ce lié. qui s'est quand pardon? Que ça soit lié. Oui, c'est ça, ouais. Et comme tu disais, de connaître, c'est-à-dire d'approcher, comme à l'époque, d'approcher la musique, les mathématiques, la politique, et cetera et tout ça et la biologie et toutes ces choses-là, même la religion, de faire que tous ces domaines tous ces domaines étaient en lien et qu'on les travaillait tous, parce que si mes souvenirs sont bons, dans les écoles aristotéliciennes, c'était ça, c'était de faire que les gens avaient des connaissances en mathématiques, sur blablabla. Donc tous ces domaines-là, conjointement dans l'humain, faisaient que l'humain maîtrisait, maîtrisait quelque part son univers, déjà aussi intérieur, comprenait en fait de quoi il était composé. Parce que l'humain, il vient de la nature. Et puis Socrate, alors si on reprend maintenant Socrate, qui disait connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc en fait, il y avait cette nécessité, ou on va dire cet intérêt ou cette recherche à faire en sorte qu'il y ait une claire correspondance de l'humain face à la nature, qui soit vraiment son miroir, le miroir de la nature, et pas simplement un objet qui déambule, qui travaille, qui prend le métro et puis qui attend qu'en gros, ça se termine, quoi. Donc c'est vrai que la philosophie et le druidisme, à la philosophie antique, ça, c'est vrai que c'est quand même bien de pouvoir le spécifier parce que tu l'as dit, Christophe, c'est devenu une pratique intellectuelle, littéraire, mais à la base, la pratique philosophique était une pratique des valeurs. On pratiquait le fait d'avoir des valeurs et des valeurs qui nous reliaient à la nature et aux êtres et aux vivants en général. Et le druidisme avait déjà cette connaissance, enfin, avait déjà cette ambition-là. Et les philosophes ont suivi, si on pourrait même parler comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu il y a eu des sagesses druidiques, et cetera, et puis la philosophie a tenté comment on pourrait dire ça? Une sauvegarde, un sauvetage de cette reliance à la nature qui, avec le temps, s'est disloqué et la philosophie, tout s'est séparé, effectivement, la religion, les sciences, heu, la philosophie, et cetera, tout s'est séparé et la science est devenue matérialiste et c'est peut-être ce qui a fait qu'elle a perdu justement cette part de poésie ou de subtilité, en fait, dans la matière. Je sais pas. Mais voilà, moi j'ai un très bon ami qui fait de la philosophie des sciences, qui pourra en parler, mais en gros, oui, il y a eu une séparation de tous ces domaines-là. On est devenu très spécialisé. Le lien à la nature, bon, à part le fait que, il y a des agriculteurs, qu'on peut exploiter la nature comme on le veut et puis surtout la dominer en plantant tout ce qu'on veut, nul tout, et voilà. Puis après, il y a l'autre extrême inverse où on fait des bisous aux arbres sans qu'il y ait conscience derrière non plus. Je veux dire, Mmh. il y a voilà, c'est tout l'intérêt, heu et pas tant de de vampiriser une pratique plus que de voir ce qui manque derrière et ce qui manque, c'est clairement ce lien et cette conscience d'un tout, de quelque chose de beaucoup plus universel et ça, on revient au fait que, le questionnement, c'est ce qui permet de revenir à l'universel, puisque c'est ce qui nous permet de dire: «Attends, là, si on fait ça ici, quelles conséquences ça a? Si cette conséquence-là, elle est néfaste, est-ce qu'on pourrait trouver un autre chemin pour faire quelque chose de semblable, mais qui ait moins de conséquences? Non, alors si il y a une conséquence, laquelle on va choisir? Bla 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 bla» et en fait, tout ça, c'est un puzzle qu'on construit, mais pour construire une civilisation. Mais aujourd'hui, on construit notre civilisation sur nos simples envies et profits. Donc Mmh. la nature là-dedans, la pauvre, elle a plus trop son mot à dire. Oui, on a perdu complètement le lien aussi avec elle, le vrai lien en fait. Cet amour profond,
de tout ce qui est et de recherche de se mettre dans ce lien d'amour-là, le vrai amour, en fait, j'ai l'impression. Ouais. C'est quelque Alors chose qui vrai va amour, au-delà du mot, en fait. ouais. C'est une forme, c'est un peu cette énergie avant le mot. Mmh. Mmh. Ben, il faut voir, il y a des gens qui ont un vrai amour pour leur profit. Mmh. Je pense que c'est encore une fois le sens qu'on va donner à l'amour Mmh. et à la vie. Ouais, Hem, ouais, je suis pas sûr, mais oui, OK, j'entends ce que tu veux dire. Pas sûr que le mot amour et profit, c'est un truc, comment dire? Ça fait partie de la vie. Ouais, ouais, l'amour, ça fait partie de la vie. bien sûr, Mmh. mais l'amour dans le sens où dans l'amour, si c'est une capacité de mise en lien, Mmh. bah, moi je me relie à ce que j'aime le plus. Et ce que j'aime le plus, c'est le profit par-dessus tout, par exemple. Je sais pas. C'est là, j'essaye de pousser un peu le truc, Mmh. mais Oui, c'est moi bien de je provoquer un peu, serais ouais. inconvaincu, hein, qu'il y ait plus d'amour. Je pense que simplement, hem, même ceux qui pensent aimer la nature et je pense en faire partie, eh ben, on trouve de sacrés problèmes par rapport à cette mise en lien, c'est-à-dire à cette conscience que Mmh. nous faisons partie de la nature intégralement Mmh. et que ce que nous avons perdu, c'est que nous sommes encore dans la nature, Mmh. nous en faisons encore partie puisque c'est encore elle. On on est issu de ses propres de ces cellules, quoi. On est issu de cette matrice. On continue d'habiter sur terre, on continue d'exploiter son potentiel, donc on a encore une place dans la nature, mais c'est la nature de notre place. Si je peux jouer un peu sur les mots cette fois-ci, voilà. C'est c'est quelle est la nature de la place que je vais prendre et quelle va être ma considération? Hem et jusqu'à où, en fait, je vais, prendre en considération, par exemple, que les animaux ont une âme. Voilà. Et du coup, s'ils ont une âme, ils ont quel type de relation avec leur propre âme, par exemple? Ou moi, là-dedans? Comment ça se passe? Et tout ce dialogue-là, qui est plutôt un dialogue, du coup, intérieur, on ne l'éduque pas aujourd'hui. Où est-ce que dans quelle école on vous éduque au dialogue intérieur par rapport à une connexion subtile qui devient, du coup, sacrée, heu, à l'environnement qui nous entoure et même aux humains, sachant que, bah, vous savez, il y a des gens, ils disent que l'humain n'a pas d'esprit, enfin, voilà, il a une âme parce que c'est ce qui nous anime, bla. Là, on peut jouer sur les mots aussi, sur l'étymologie. Par contre, il y a corps, âme, esprit et il est où l'esprit là? Bon, je sais pas, de toute façon, on peut pas prouver qu'il existe, de toute façon, tu vois? Non, mais même si on pouvait pas prouver qu'il existe, le simple fait de pouvoir se relier à cette substance, même qu'elle soit subtile et qu'on la touche pas, qu'on la palpe pas comme je peux palper ce verre d'eau, ça me donne une autre saveur de la vie. Ça donne une autre façon d'appréhender l'environnement et de s'appréhender soi-même. Mmh. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est aujourd'hui très différent. C'est cette manière, c'est ce lien, en fait, plus que la place. Après, c'est clair, moi, bah, Joël, hein, tu sauras que je suis convaincu sur le fait que si on devait parler d'amour, comme de liberté, comme de conscience, c'est quoi déjà? Mmh. On n'est déjà pas d'accord. Si on prenait 15 personnes, et puis je l'ai eu fait dans des ateliers, 15 personnes à parler de la conscience, vous avez 15 définitions différentes Mmh. Mmh. et et même si ce sont des définitions qui sont différentes, l'idée du dialogue, ce serait de dire: «Qu'est-ce qu'on peut trouver en commun dans ces 15?» Et ça, on le fait jamais. Bah, c'est Ça, on le fait jamais. intéressant parce que ça fait partie de ces mots qu'on utilise beaucoup dans la spiritualité, le développement personnel, le mot amour, le mot conscience, le mot Et spiritualité, et et le mot cetera. spiritualité, voilà, ouais. Ouais. Et le fait que ça fait des mots dont, l'essence même du mot nous dépasse parce que le simple fait de l'utiliser nous demanderait déjà de capter une dimension encore, autre, si on voulait l'utiliser peut-être, pour sa véritable nature, j'oserais dire ça comme ça. Mais du coup, c'est des mots, qui font appel à différents degrés d'un peu de conscience. Quand on utilise le mot amour, on peut, bah, comme tu le dis, en fait, l'exprimer à plein de niveaux différents, en fait. Mmh mh. Mais comment l'exprimer dans sa totalité, ça, c'est encore, autre chose. Mmh. Alors là, tu ouvres un gros débat, avant déjà Vous avez le temps? totalité, hein? On est parti! On est parti, Si ouais, vous avez ouais. le temps, Si je vous vais avez 2 prendre un jours. café.
Non, mais cet aspect de totalité, de toute façon, moi personnellement, je le mets de côté. C'est-à-dire que la totalité est pas tant. C'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est surtout le chemin. C'est-à-dire qu'avant de parler d'un terme que l'on va comprendre de manière totale, c'est déjà est-ce que le chemin qu'on prend est le bon. Donc c'est pour ça des fois je reviens à l'étymologie plus que la définition, parce que parfois les définitions, vu qu'elles sont quand même aussi assez liées au contexte culturel, socio-culturel, il peut y avoir une différence avec l'étymologie. Donc, de revenir déjà à l'étymologie, ça nous permet de comprendre pourquoi ce mot, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot, voilà, pourquoi il a été conçu comme ça, qu'est-ce qu'il y avait derrière, pourquoi on s'en servait à ce moment-là plus qu'à un autre. Nous maintenant, de toute façon, on se sert de ça pour plus justement des concepts un peu flous, abstraits, qu'on maîtrise pas, mais qui font bien. Voilà, j'en fais de la méditation pleine conscience. Alors encore une fois, excusez-moi, ne pourrissez pas l'espace commentaire s'il y en a. La méditation pleine conscience, c'est génial, il faut la faire. Encore une fois, c'est qu'est-ce que c'est pleine et qu'est-ce que c'est conscience. Voilà, et comment on fait pour avoir une pleine conscience? C'est quoi ce truc? Et rien que là-dedans, déjà c'est énorme. Si on prenait juste le temps de se dire, ok, alors attendez, avant de faire de la pleine conscience, faisons un lien à une conscience. Faisons déjà ça. Mais on a besoin de quelque chose qui aujourd'hui donne du sens aussi à nos vies. Il y a le monde est en train de se... Enfin, c'est même pas qu'il est en train de se scinder, je pense que c'est déjà le cas depuis un moment, mais on le sent encore plus aujourd'hui avec les hypermatérialistes et ceux qui veulent contrecarrer par-dessus tout ce mouvement-là avec des termes, même s'ils ne les maîtrisent pas, ça fait simplement contrebalancer le truc. Donc, moi, c'est vraiment normal ce qui se passe, et je pense que d'aller dans ces terrains-là montre aussi ce qui se passe. C'est-à-dire que d'un côté, on essaye de complètement cloisonner en surdéfinissant les choses, mais presque à l'extrême, et en les réduisant, et de l'autre, on ne les définit pas parce que c'est ce qui nous permet d'en faire ce qu'on veut. Voilà. Et là-dedans, moi, avec la pratique socratique, j'essaie de trouver peut-être la balance entre les deux. C'est-à-dire, oui, on peut définir quelque chose, c'est très important de définir quelque chose, parce que sinon, bientôt, ça va plus être un verre d'eau, ça va être un radiateur, je ne sais rien, ou voilà. Et c'est déjà bien entamé sur ce chemin-là, mais c'est un autre débat. Et de définir, et en même temps, de ne pas le limiter à quelque chose, parce que si on le limite, en fait, ça reste quelque chose de subjectif. Et que l'idée, c'est de rendre une idée, de rendre quelque chose beaucoup plus objectif. Et on le rend encore objectif en l'alimentant par plein de points de vue différents. Voilà. Mais derrière, on peut avoir l'intuition d'une vérité sous laquelle, au lieu que nous, on impose notre façon de voir une vérité, qu'on aille se glisser sous une vérité quelque part. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose aussi qui peut être facilement compréhensible, mais pour moi, ça, c'est aussi fondamental par rapport au druidisme. C'est que le druidisme va aller chercher dans la nature des vérités sous lesquelles l'humain va chercher à se glisser. Voilà. Tu vois, la nature fonctionne comme ça, moi je vois que je fonctionne différemment, alors c'est soit moi qui ai un problème, soit la nature a un problème. Aujourd'hui, la nature a un problème. Les humains, ils ont tout juste. Ma vérité, c'est la plus valable parce que c'est la mienne et puis qu'elle me convient, donc j'en fais une vérité générale, voilà, universelle. Mais à ce stade-là, ça peut plus fonctionner. Et ce qui est aussi délicat, je pense, dans la nature de l'humain, c'est de se séparer de cette subjectivité, parce que c'est notre identité, quelque part. C'est ça aussi qui est délicat. C'est tout ce travail, en fait, avec la philosophie qu'on va faire, c'est de dire, il ne faut pas éteindre notre subjectivité, il ne faut pas la mettre à la poubelle. Par contre, elle doit être notre tremplin pour atteindre autre chose. Voilà, c'est par ma subjectivité, je vais voir les choses de mon côté, à ma façon, je vais voir ce verre-là d'une certaine manière, mais vous le voyez d'une toute autre manière que moi. Par contre, ça reste un verre d'eau. Ça reste le verre d'eau, lui, il a sa vérité qui est universelle. Parce que c'est celui-ci, il a été défini comme ça.
Mais nous trois, on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est un verre d'eau, même si on le voit très différemment. Et ça, c'est tout l'intérêt, c'est de dire, on est singulier, mais comment on alimente l'universalité par cette singularité, plutôt que de dire, l'universel, je tire l'universel vers moi, parce que l'universel m'a fait moi, et que moi, je suis un super gars, sympa, avec plein de valeurs, et que c'est moi qui ai raison. C'est un peu cette double respiration qu'on voit quand même dans le druidisme, entre cet inspire et cet expire, qui montre quand même qu'il y a une dimension à aller vers soi. Mais après, c'est comment j'utilise cette énergie qui vient vers moi pour la redonner. Enfin, il y a beaucoup de choses en lien avec le miroir, le reflet. Dans le druidisme, on en a déjà un peu parlé. Et la notion d'inspire et d'expire, qui est vraiment fondamentale aussi. Et donc, du coup, cette volonté d'intégrer pour le jeu, elle est quand même intéressante aussi dans la notion de qu'est-ce que j'en fais ensuite. Et en fait, on a beaucoup parlé de parole, et ce que je retiens aussi dans le druidisme beaucoup, c'est qu'avant la parole, il y a la pensée, qui en plus, le druidisme s'inscrit dans ce qu'on appelle une société basée sur la tripartition, donc pensée, parole, action. Et donc, du coup, on a vraiment cette notion de je pense, je parle et j'agis. Et la parole, en fait, elle est là au milieu, et souvent, on l'oublie. Que la parole, elle vient d'une pensée qui peut lui donner un pouvoir. Et dans le druidisme, ça, c'est vraiment très, très, très exploré, parce que c'est comme ça qu'on va faire les incantations, par exemple, qu'on va travailler les rites ou qu'on va appeler des forces. Parce qu'en fait, on la pense avant de l'exprimer. C'est comme si l'expression, elle est le résultat, comme une sorte de goutte de jus, de nectar, d'une pensée en arborescence derrière, qui condense toute l'essence de cette pensée, de cet arbre, si on veut. Et c'est la goutte, la parole. Et cette goutte, elle nourrit une action, un peu comme un moteur. Et je pense que aussi dans ce que tu exprimes, dans cette notion de comment est-ce qu'on parle et comment est-ce qu'on nourrit tout ça, pour moi, la pensée, en fait, l'art de la pensée, dont tu as aussi beaucoup parlé, elle est primordiale aussi pour notre société. Et le druidisme amène ça. Et je trouve ça fort important. Bien sûr. Bien sûr, et c'est comme tu l'as dit, tu utilises un terme qui est très joli, c'est primordial. Parce que qu'on le veuille ou pas, même notre système émotionnel, même en fait tout ce qu'on va créer va dépendre de notre façon de voir le monde, va dépendre des pensées qu'on va avoir. Si je pense que le monde est par exemple hostile, je vais avoir dans ma parole une sorte je vais créer par la parole quelque chose de très spécifique qui sera différent que si pour moi le monde n'est pas hostile. Et dans mon action, ce sera la même chose. C'est-à-dire que je vais me cloisonner, je vais mettre des barricades, je vais m'assurer à ce que le monde qui soit hostile ne m'atteigne pas. Donc notre façon de penser déterminera notre action. Et notre façon de penser, elle dépend de plein de choses. Elle dépend de l'âme, enfin de l'esprit qui est allé à l'intérieur. Elle dépendra du système de croyance dans lequel cet ordinateur s'est développé et a créé ses connexions. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on veut en faire? C'est-à-dire qu'après, on a quand même cette liberté de dire, bon, moi j'ai tout ça, c'est mon bagage, mais l'avenir n'est pas créé. N'est pas. Pour certains, il l'est déjà, mais il y a quand même un libre arbitre qui fait que si je décide de clapper mon ordinateur maintenant, là, il y a quand même quelque chose qui s'arrête pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, il va falloir remanier les choses. Vous voyez, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Donc, pour revenir à l'histoire de la manière de penser, la parole, pour moi, ce serait le pont entre justement la pensée et l'action. C'est ce qui témoignerait de mon niveau de conscience. Et d'ailleurs, on le voit. Qu'est-ce qui fait qu'un sage, on le reconnaît comme sage? Alors oui, il y a ses actions, c'est évident, hein, mais il y a aussi sa parole. Si on écoute le Dalai Lama parler, l'impact n'est pas le même que si c'est le directeur de la FIFA. Bon, je reprends encore un exemple. T'as quelque chose avec le foot aujourd'hui, hein? Je sais pas, aujourd'hui, ouais. Allez. Donc, je précise juste pour ceux qui nous écoutent que nous n'émettons pas de jugement négatif. Non, c'est juste que
C'est voilà, les on exemples qui sait, viennent au hasard. on a tous, on peut tous, non mais on peut tous, vraiment tous, sans aucune exception. Il n'y a aucun prérequis intellectuel là-dessus. On Mmh. peut sentir, entendre la sagesse de quelqu'un. On peut l'entendre dans la manière dont il aura de parler et d'utiliser les mots. Et on va pouvoir le voir dans ses actions. Qu'est-ce qu'il met en œuvre dans sa vie? Est-ce que ce sera cohérent? On est en chemin de cohérence. On est en chemin de cohérence. À mon avis, sinon, on serait plus là, incarné à faire ce qu'on est en train de faire, à mon avis. Donc l'idée, c'est de se dire, on a un esprit qui aura ses besoins. Cet esprit va insuffler la vie dans un corps. Ce corps, il aura aussi ses besoins. Donc maintenant, c'est comment faire correspondre ces deux sphères pour une évolution. Et là-dedans, il y a tout le mode de l'interprétation, etc. Et je pense que c'est un peu le deal de la vie, de l'humain, à dire, nous, on a l'esprit, on doit créer un lien concret et intelligent entre l'esprit et la matière. Mmh. Et comment ça se manifeste? En partie par le verbe. Mmh. On peut aussi faire que des actions, mais l'action et le verbe sont quand même deux choses qui sont différentes. Et cette façon que l'on a d'exprimer les choses, elle est magique. C'est assez... Regardez la poésie. C'est assez incroyable ce qu'on est capable de générer comme sentiment par la parole, de toutes les idées qu'on peut véhiculer, tout ce qui se passe grâce à la parole. Moi, je trouve que c'est un pouvoir qui nous a été donné, qui est phénoménal. Et maintenant, pour moi, la grosse question, c'est qu'on a ce pouvoir, mais on l'amène où? Mmh. On l'amène où? C'est-à-dire, à quoi il va nous servir? Est-ce qu'il va nous servir à dénigrer l'autre, à s'enfermer, ou à plutôt l'encourager, ouvrir? Et est-ce qu'il y aura un lien intelligible avec quelque chose de beaucoup plus subtil, inspirant, ou alors est-ce que ça reste ras des pâquerettes? Mais ça, tout le monde. Là, il faut quand même pas être dupe. Tout le monde a déjà vécu ça, et tout le monde sait que ça existe. Sinon, personne ne ferait ne serait-ce que du développement personnel. Parce que c'est la même chose. On a envie de se maîtriser un petit peu plus soi-même, d'être un peu plus en cohérence avec soi-même, d'oser peut-être même prendre la parole, par exemple. Donc, etc., etc. Donc, ce pouvoir-là, il est énorme. Et ouais. Donc, de faire ce lien, en fait, est plus que fondamental, bien sûr. Mmh. Ouais, c'est totalement juste et j'aime beaucoup cette idée de on aime bien toutes les choses qui vont par trois dans le druidisme, mais l'idée de la pensée, de la parole et de l'acte. En plus, moi, ça fait tilt chez moi dans ma partie professionnelle où on en rajoute une quatrième, c'est la vérification de ce qu'on a fait, mais c'est la roue de l'amélioration continue. Hein. On pense, on dit, et puis on fait quelque chose, puis après on vérifie que ce qu'on a fait, ça va dans le bon sens. Finalement, c'est un peu... on pourrait presque dire que le druidisme est à l'origine de l'amélioration continue. J'aime bien ce truc. Ouais. Bon, pas que le revenir, druidisme. pas que le druidisme, non. Sur ce coup-là, je veux pas le... Ouais, non, pas que. Mais ça peut être ça peut être une inspiration, en tout cas. Moi, ça m'inspire. On parlait de dire des choses, ou de penser, de dire, de paroles. Ça m'a fait tout de suite tilter. Je crois que Joël aimerait partager avec nous une jolie triade. Je pense que c'est le moment de partager une belle parole. Alors, une triade. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas trop suivi les podcasts avant, la triade, c'est une façon d'exprimer une pensée basée sur le chiffre 3. Le chiffre 3 est très important dans le druidisme, il représente justement la pensée, la parole, l'action, mais aussi le passé, le présent, le futur, le en haut, le en bas, le milieu, etc. Et plein de choses, les 3 rayons de lumière qui fécondent l'humanité, beaucoup de choses. Et c'est un peu une tradition chez les druides que d'exprimer une pensée basée sur le chiffre 3. Et donc ça commence toujours par 3 choses ou 3 quelque chose.
Et donc là, on est sur 3 clés de la maîtrise de soi. Savoir, oser, se taire. Alors, Voilà, bon, peut-être ça vous parle. et pour Pas- un épisode de podcast, on va pas se taire, mais ça serait dommage, on pourrait, mais bon, après, on va. Mais c'est bien, c'est bien. Pour la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ouais. Pour la maîtrise de soi, oui. Donc voilà, ça a jeté un froid. Non, mais tu peux juste le répéter. Alors, 3 clés de la maîtrise de soi. Savoir, oser, se taire. Je me rappelle plus précisément le domaine philosophique dans lequel ça s'inscrit, mais il y a le mot pouvoir avant se taire. Pouvoir se Il y a taire. même c'est-à-dire savoir, Mhm. enfin c'est oser, Savoir, oser, savoir, se taire. pouvoir se taire. Parce que Mm. on est des fois, la notion de pouvoir, c'est ce qui indiquera la notion de maîtrise. Mm. Si je peux utiliser un marteau, je peux maîtriser mon art de la l'ébénisterie, ou de la charpente. Si je peux utiliser un outil, alors je peux maîtriser le domaine dans lequel en fait j'ai besoin d'utiliser cet outil. Mhm. Et ouais, alors là on rentre effectivement, si vous avez 2 jours, C'est ça, c'est le choix des mots, hein, parce que quand on se maîtrise, est-ce qu'il faut automatiquement toujours se taire? Qu'en penses-tu, Jean-Baptiste? alors répète voir ta question, excuse-moi? Se maîtriser, la maîtrise de Ouais. soi, implique-t-elle forcément le fait de toujours se taire? Alors il y a pas toujours. Non. Il y a Bah, jamais eu se taire dans la phrase. oui, mais il y a jamais eu l'histoire de toujours. Hmm. C'est savoir oser pouvoir se taire, c'est déjà il y a le fait d'oser. C'est est-ce que là j'oserais ne rien dire? C'est très intéressant cette histoire de se taire parce que on est plutôt dans une ère de boulimie de parole. On a envie de parler. Tiens, on le voit dans les débats politiques, on le voit, on va pas écouter l'autre, on va dire ce qu'on a besoin de dire. Et ça prouve une non-maîtrise de soi. C'est-à-dire, je suis dans le truc, j'ai envie de dire et en fait, ce qui est plus important, c'est mon idée et le fait d'avoir écrasé l'autre par mon idée. On peut être, il y a une notion philosophique là-dedans c'est être esclave de soi-même d'une certaine manière. Mmh. Voilà, et c'est cette valeur, enfin cette phrase qu'on entend et que dans la philosophie pratique qui est assez présente, va plutôt dire, ben, si je peux pas arrêter quelque chose, c'est que je le maîtrise pas. Donc si je suis pleinement dans mon émotion, que je me donne le droit de la vivre et cetera, parce qu'il faut la vivre, d'accord, mais si à un moment donné, ça prend 4 jours, que ma santé dégringole, que mon entourage me quitte, j'en sais rien trop quoi. Si je ne peux pas arrêter quelque chose de moi-même, ça veut dire que je ne me maîtrise pas. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que, on voit que par exemple, dans un métier, qu'est-ce qui va faire qu'on va reconnaître la qualité d'un artisan? C'est la maîtrise de son art. Mmh. Donc il va maîtriser les outils pour pouvoir mener à bien sa tâche. L'humain, pourquoi il veut pas se maîtriser? Est-ce que ça veut dire qu'il veut pas mener à bien sa tâche? Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Et là, on commence à rentrer dans un questionnement un peu plus philosophique sur le dialogue qu'on a avec nous-mêmes, sur la connaissance de soi-même. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui parle en nous, vu qu'on est plusieurs là-dedans, hein, parce qu'il y a le cœur, il y a on est dans ces on a tous entendu qu'il y a plusieurs cerveaux en nous, qu'il y a plusieurs personnes en nous, mais à un moment donné, on devient schizophrène. C'est-à-dire que, quand je fais quelque chose de bien, c'est moi qui suis bien. Quand je fais quelque chose de mal, c'est pas moi. On est pollué par quelque chose d'extérieur à nous. Non, c'est nous. Mmh. Ça reste quand même une partie de nous. Mmh. Et cette partie de nous, si je suis pas capable de l'arrêter, ça veut dire que je ne me maîtrise pas. Et si j'ose pas le faire, si je n'ose pas le faire, c'est-à-dire que si c'est plus important, j'ose pas parce que si je le fais, je vais perdre quelque chose de moi, je vais perdre quelque chose d'important. Qui m'est important, ça peut être la reconnaissance de l'autre, ça peut être l'amour que je me porte par moi-même, ça peut être plein de choses. Mais si je n'ose pas faire ce pas, alors ça prouve que je ne me maîtrise pas moi-même non plus.
que je ne maîtriserais pas le fait d'oser sortir de ma zone de confort, de quelque chose qui est connu, et rentrer dans quelque chose d'inconnu, mais qui me fera quitter tous les schémas qui font que je suis qui je suis aujourd'hui. Et ça, c'est très dur. C'est très dur. Quand on est vraiment dans un chemin où on doit faire mourir une part de soi-même pour renaître à quelque chose de différent, alors qu'on y est attaché, bah, c'est compliqué. Et ça, on l'aura tous vécu. Développement personnel, philosophie, druidisme, ou même rien d'autre. On a tous vécu ce moment où c'est difficile de se dissocier de quelque chose qu'on a vécu. De la manière dont on l'a vécu, en fait, ça nous appartient, on le vit là-dedans, on est là-dedans. Et de l'arrêter, c'est arrêter une partie de nous. C'est arrêter ce droit d'être nous-mêmes, alors qu'en fait, peut-être que ça n'a rien à voir, parce que c'est une part de nous-mêmes. C'est une façon dont on se définit parmi tout ce qu'on utilise pour nous définir nous-mêmes, finalement. Exactement, exactement. Et ça, ben, si on revient à ce qu'on avait dit au début, c'est subjectif. Et ça dépend peut-être de blessures, ça dépend de certains contextes. Et si je n'ose pas rentrer dans ce travail, alors je reste qui je suis et je reste dans ma subjectivité et j'apprends rien d'autre. Simplement, des fois même, on peut demander à l'environnement de plutôt s'adapter à nous parce que c'est plus confortable. Voilà. Mais en fait, non, c'est à nous à savoir si on se maîtrise. On peut avoir des émotions, mais est-ce que je suis capable de dire wow, attends, là, je m'embarque. Peut-être que ce serait bien que je réduise un peu la voilure, que je freine un peu, parce qu'en fait, ben, je vois que ça péjore ma santé, ça péjore mes relations, ça péjore mon état d'esprit, parce que du coup, je vais devenir déprimé avec cette histoire, j'en sais rien. Voilà. Mais en gros, l'idée principale par rapport à ça, c'est si je ne suis pas capable d'arrêter quelque chose de moi-même, bah, si je ne suis pas capable d'arrêter ma voiture sur l'autoroute alors que je suis à 200, ça veut dire que je ne la maîtrise pas. Bah, voilà. Si mon gâteau il est au four et que je ne suis pas capable d'ouvrir le four pour arrêter la cuisson, il va cramer. Donc, je ne maîtrise pas du tout. C'est valable partout. Et c'est important la maîtrise pour toi dans le druidisme? Oui, c'est fondamental. C'est En fondamental. quoi ce serait fondamental? En quoi ce serait fondamental? Ben, toujours la même chose, c'est que tu parlais de ça tout à l'heure par rapport à la conception. C'est-à-dire, si je ne maîtrise pas ma façon de voir les choses, si je ne maîtrise pas mes idées, si je ne maîtrise pas une partie de moi-même, si je ne maîtrise pas mon propre langage symbolique, c'est-à-dire je vais dans un endroit et l'endroit va me parler, va m'envoyer une image parce qu'en fait, je ressens les choses. Mais si cette image-là, elle est complètement... Qu'est-ce qui me permet de définir qu'est-ce qui me permet de faire la différence entre une image que je vais moi-même créer par un imaginaire et qui va partir complètement je ne sais où, avec ma reliance à l'élément lui-même pour ce qu'il est, si on reprend l'histoire du verre d'eau. Et ça, le moyen qu'on a de différencier ces deux choses-là, c'est par la maîtrise de soi. Sinon, en fait, c'est pilote automatique. On va quelque part, on commence à sentir les trucs, et puis bah, dans un cas, on peut avoir un don, je ne reviens pas là-dessus. Il y a des gens, ils sont clairvoyants, ils sont clairsentants, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut affiner, qu'on peut apprendre de soi-même et qu'on peut travailler. Et en le travaillant, on a beaucoup plus de chances d'arriver à la source de l'information qu'en ne le travaillant pas et en ne se maîtrisant pas soi-même. Et comment est-ce qu'on peut travailler la maîtrise de soi? Comment on maîtrise? Alors, comment on fait pour maîtriser les lois de la nature? On les observe. On les observe, et comment on fait pour maîtriser une voiture? Il faut avoir une connaissance de comment elle fonctionne, c'est-à-dire de où sont les pédales d'accélérateur, de frein, d'embrayage, le levier de vitesse, tout ça. Et dans les sagesses ancestrales, mais même pas que ancestrales, mais on va dire que dans les sagesses ancestrales, par exemple, on trouve les mythologies. Donc la mythologie, c'est comment l'humain aura tendance à fonctionner avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Donc ça, on l'a dans le druidisme. Ensuite, c'est la connaissance purement aussi des fonctionnements du corps, c'est-à-dire le corps, il a des besoins physiques, énergétiques, émotionnels et mentaux. Et ensuite, il y a le besoin aussi d'une certaine forme d'inspiration, ou pas, hein, mais disons que on peut avoir besoin de rêver, ne serait-ce que le rêve ou l'intuition. Et pourquoi on écoute des belles musiques, pourquoi on lit des livres, mais c'est pour alimenter, c'est pas que intellectuel, c'est pour alimenter une forme d'imaginaire. Mais cet imaginaire-là, plus on le maîtrise,
Et plus on va le comprendre, et plus on va arriver facilement à une information. Donc ça, par exemple, c'est toute pratique d'observation de soi, avec une certaine objectivité et avec une certaine méthode aussi, sera une pratique de maîtrise de soi. Si je sais que je fonctionne comme ça, d'une certaine manière, si je le sais, je peux changer. Mais si je ne sais pas, aucune chance. Donc se maîtriser soi-même, c'est avoir une grosse part d'observation. Observation, ce qui est difficile dans l'observation, c'est d'être objectif là-dedans. C'est se voir soi-même, c'est compliqué. Et parfois, c'est bien d'avoir des gens qui vous aident pour dire non, mais regarde, là, c'est objectif. Tu fonctionnes comme ça. Et quand tu fonctionnes comme ça s'appelle comme ça. Donc, Jean-Baptiste fonctionne comme ça. Ah, ok. Bah, j'en avais pas pris conscience. Eh ben, regarde, observe. Si ce que je te dis, par rapport à ce fonctionnement-là, c'est quelque chose. Alors, on peut être des fois, non, c'est pas vrai, non, parce que ça me plaît pas. Mais c'est dur à voir. Ça fait un peu mal à l'ego, parce que l'ego, il est construit avec ce truc et il l'a fait dans un but bien précis, c'était sa survie. Hein, c'était de se dire, moi j'avais besoin de développer ça parce que, je sais pas, dans mon enfance, il m'a manqué ça, ou j'ai trouvé mieux de développer ça parce que ça m'a apporté tel profit, tel bénéfice. Faut pas oublier que la nature, elle fonctionne aussi comme ça, il faut que c'est un bénéfice, sinon on va pas le faire. Et d'observer ça progressivement, va nous permettre de nous connaître mieux, et de se connaître mieux, de mieux se maîtriser. Intéressant. Je ne sais pas pourquoi, mais il me vient quelque chose en tête qui du coup n'est pas de la sagesse druidique, mais qui nous vient de l'autre côté de l'océan. Ça me fait penser à la sagesse toltèque, aux accords toltèques, parce qu'on est en train de parler de savoir se taire, de se maîtriser, de penser. Et finalement, je me dis, mais ça me rappelle vraiment les accords toltèques, que je vais rappeler rapidement, parce que je trouve que c'est totalement en accord avec tout ce qu'on vient de dire. L'accord numéro 1, c'est que votre parole soit impeccable. On est bien. Le numéro 2, on a parlé de l'ego. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ouais. Voilà. Le numéro 3, ne faites pas de suppositions. La 4, faites toujours de votre mieux. Et puis j'aime bien la 5e parce qu'elle est très d'actualité. Oui, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Et c'est d'autant d'actualité maintenant qu'on ne s'écoute plus vraiment beaucoup. Et je trouve ça résume globalement tout ce dont on a parlé pendant 1 heure, de cette philosophie qui nous vient de la Grèce antique et qui rejoint la sagesse druidique. Et du coup, là, on a fait le tour du monde, comme ça, on est bien. On a fait un bon voyage. Je me permets, vraiment, oui, bien sûr. Pas déborder, mais je trouve que ça fait une belle synthèse de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout à fait. Oui, absolument. Et moi, je dirais juste, si je me permets de rajouter, c'est que l'humain est partout pareil, même s'il a des différences culturelles, il va chercher la sagesse partout, il va chercher une voie, il va chercher de la même manière à atteindre une forme de sagesse, ou du moins à atteindre quelque chose de lui de plus grand. Voilà. Et ça va passer par les mêmes endroits. Il y a pas, à moins qu'un jour on trouve des humains qui marchent sur leur tête et c'est les pieds qui réfléchissent, je sais pas, mais tant que cette forme-là, qui porte quand même une forme de conscience, est présente sur le globe, partout, sur tout l'ensemble du globe, la forme pourra être différente, mais le pont restera le même. C'est-à-dire qu'il nous faut une correspondance entre l'esprit, l'âme et le corps. Il faut que ces trois choses soient en lien, dans un lien qui permette une forme d'évolution, tant soit peu qu'on considère qu'il y en a une. D'évolution, tu veux dire? Ouais. Oui, parce que non, mais encore une fois, ça a l'air d'être bête, mais C'est une bonne remarque. qu'est-ce qui fait que peut-être les gens ne font pas ce chemin-là? C'est parce qu'ils considèrent qu'il n'y a rien de spécial à faire. Parce que ça, on n'en a pas vraiment parlé, mais il y a eu une période où les gens étaient simplement convaincus que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il y avait un objectif d'évolution à la vie. Là, maintenant, l'objectif, il y a, comme je le dis, c'est socialement faire des enfants, réussir à gagner sa croûte comme on peut,
Et puis à pas faire trop de bêtises, mais bon, à en profiter un max parce qu'on n'a qu'une vie. Bon, ben, c'est en ça où on a une place dans la nature, mais on n'a pas défini la direction de cette place-là. Mmh. Mais sinon, oui, on trouve ça partout. Le fond, qu'on soit en Égypte, en Inde, en Grèce, ou enfin, voilà, partout, on va avoir la même façon de procéder. Parce qu'en Inde aussi, ils font quand même attention à ce qu'ils disent. Ouais, ouais. Ouais. J'avais envie, si je peux, parce qu'en fait, au milieu de tout ça, on a évoqué, les valeurs dans le druidisme et peut-être Ouais. qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui sont là: «Ouais, mais alors du coup, c'est quoi ces valeurs?» Ah ah. Est-ce que Jean-Baptiste, tu es d'accord de les énumérer pour, ceux qui aimeraient pouvoir les avoir? Bien sûr. Alors, il y a notamment 5 grandes valeurs fortes dans le druidisme, dont la première, ce serait la connexion à la nature. Donc les druides croyaient en l'importance de la nature et des cycles, de la vie, considéraient les arbres, les rivières, les animaux comme vivants et dignes de respect. Alors qu'est-ce que ça veut dire par là? Bah, c'est qu'on peut être en lien de manière tout à fait superficielle, comme on peut être en lien profond avec ces éléments qui sont vivants. Donc le fait est que le druide savait qu'il y avait un lien vivant, et c'est ce qui donnait une notion, sacrée. Alors je vais juste, du coup, faire une petite intermède là-dessus parce que je voulais en parler après, mais j'en profite maintenant. Vas-y. Une fois, un druide m'a dit, «Joël, est-ce que l'arbre fait partie de la nature?» J'ai dit: «Oui», parce que moi j'ai dit: «Mais voilà, comment est-ce qu'on sait qu'on fait partie de la nature?» Il m'a dit: «Est-ce que l'arbre fait partie de la nature?» J'ai dit: «Oui». «Est-ce que tu fais partie de la nature?» Est-ce que ta réponse serait autant logique si on te dit: «Joël, fais-tu partie de la nature?» J'émettais un certain doute, vu que je dors dans une maison et voilà. Et j'étais «Ben, enfin, oui», parce qu'on me dit que tout est réuni et tout est uni, donc oui. Et en fait, il me dit: «Quelle est la différence entre l'arbre et toi?» Et dans l'absolu, si on observe, on est fait de la même matière. Donc l'arbre faisant partie de la nature, il est fait de la même matière que moi qui ai un corps physique, qui est fait de la plus ou moins même matière, mais dans l'absolu, on est issu des mêmes briques fondamentales qui est à disposition sur la terre-mère. Donc qu'est-ce qui me différencie de l'arbre et qui fait que je ne serai pas autant liée à la nature? Je ne ferai pas pourtant partie autant de la nature que l'arbre lui-même. Donc voilà, c'était la petite réflexion sur laquelle un druide autrefois m'avait mis en chemin. Ça m'avait beaucoup aidé sur le fait d'accepter que l'humain fait partie de la nature, que c'est même pas un questionnement à avoir en fait, que c'est même pas un doute à avoir, c'est l'humain fait partie de la nature parce qu'il est formé de la même chose. Voilà, bref, c'était la petite Non, mais parenthèse. elle est bien et de toute façon, ça reprenait ce qu'on disait au départ. C'est l'humain, il est issu de ça, on habite là-dessus, il faut qu'on fasse quelque chose avec. Notre corps est Donc oui, formé on de en ça. fait pas. On en fait partie. Alors après, c'est rigolo de dire d'accepter que l'humain a une place dans la nature. Il y a une part d'acceptation. Parce qu'on peut refuser que l'humain ait sa place, mais ben, vu comment il se comporte, on peut avoir tendance à vouloir, à vouloir. Ouais. Mmh. Et puis quelle place nous laisse la nature finalement? Parce que là, à la fin, elle va peut-être en avoir marre de nous, hein. Ben, on va voir. Ça, il faut Ça la laisser, il faut la laisser voilà. Faut la parler. laisser gérer. Ouais. Ouais. Elle va bien savoir nous dire de toute façon. Je crois qu'elle envoie quelques messages ces derniers temps, hein. Ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Donc, Mais elle, première valeur. elle a conscience de ça. Elle a conscience que nous, on en fait partie. C'est peut-être ce qui la rend un petit peu plus tolérante, jusqu'à un certain point. On verra. Mais sinon, elle nous aurait déjà éradiqués depuis très longtemps, je pense. Donc ça, c'était le premier point. Première valeur. La deuxième valeur, c'est sagesse et connaissance. Donc les druides étaient vus comme des sages, des gardiens de la connaissance et de l'enseignement, qui valorisaient l'apprentissage, la mémoire et la transmission des traditions. Alors, ils étaient vus comme des sages, mais parce qu'il y avait une pratique des enseignements aussi. Et ils avaient une pratique quotidienne, parce que ça, on n'en a pas parlé dans le druidisme. Mais ce qui moi, me frappe, et ce qui me plaît aussi, enfin, ce qui me plaît, comment on pourrait dire ça, mais disons, le lien que je trouve entre la philosophie que j'aborde, et le druidisme, c'est une pratique quotidienne. C'est-à-dire que quelle que soit l'action que l'on va mener, elle sera mue par mes valeurs. C'est-à-dire, si je fais la vaisselle,
ben, elle doit quand même être mue par mes valeurs. Si je dois travailler, si je dois être en lien avec mes enfants, si je dois être en lien avec qui que ce soit, ou avec la musique, ou n'importe quoi, ça devrait, on devrait pouvoir être capable d'appliquer en fait toutes ces valeurs au quotidien, quelle que soit l'action. Mmh. Et chaque seconde, en fait, était en direction de la sagesse. Chaque seconde était en direction de la sagesse. C'est-à-dire, ma place, elle est là, mais j'oriente mon être, mes actions, à un point donné et ce point-là est donné par les valeurs de sagesse. Donc ça, c'était la deuxième valeur. Troisième valeur, c'est équilibre et harmonie. Alors, les druides prenaient l'équilibre entre le monde spirituel et matériel, ainsi qu'entre l'homme et la nature. Donc, un équilibre entre homme et nature. La recherche de l'harmonie était essentielle dans leur pratique. Là, on revient sur l'aspect pratique. Alors là, bah, c'est tout à fait ce que tu disais, Joël, c'est-à-dire que bah, l'humain, faisant partie de la nature, il est nécessaire de participer pleinement à son équilibre, normalement. Voilà. En tout cas, les druides s'évertuaient à être des agents d'équilibre Mmh. de la nature elle-même et du lien en fait entre eux. La quatrième, c'est la communauté et la solidarité. Donc le druidisme valorisait la communauté et les liens sociaux. Les druides jouaient un rôle central dans la vie sociale, politique et spirituelle de leur peuple. Alors ça, tu veux dire quelque chose là-dessus, Joël, ou tu me Ben, laisses encore la notion de clan, elle est très importante dans le druidisme et dans la société celte dans laquelle s'inscrit le druidisme. C'est que sans un clan qui est uni, on en a aussi déjà parlé précédemment, mais sans un clan uni qui en plus est composé de personnes qui connaissent chacun leur art, et donc du coup ce en quoi ils excellent d'une certaine façon, en tout cas ce en quoi ils sont doués, et qu'ils le mettent en pratique au service de leur personne et au service du clan, ça permet d'avoir un clan qui est fort et qui est uni. Mmh. Que le forgeron, bah, en fait, il est pas juste forgeron parce que il est le fils du forgeron, mais qu'en fait, à la base, lui, son rêve, c'est de cultiver des carottes. Et ben, en fait, que le forgeron puisse devenir n'importe quelle personne du village qui va devenir le forgeron parce qu'on voit depuis tout petit qu'il a des aptitudes particulières à cet art-là. Et donc du coup, dans le druidisme, la notion de communauté, d'écoute de l'autre, de place de chacun et en fait, va au service du clan et au service de la personne. Mais en fait, c'est même pas je sais pas, c'est comme si c'est pas séparé, cette notion de Mmh. service de soi et de service à l'autre. Parce que Mmh. c'est parce que je me sers moi que je sers l'autre et c'est aussi parce que je sers l'autre que je me sers moi. Et donc, Bien du sûr. coup, cette notion de clan, elle est une évidence pour, comme une cellule, en fait, il y a le noyau qui est le jeu et il y a les autres qui est la cellule. Et en fait, pour que tout fonctionne, il faut qu'il y ait un noyau et enfin, une tenue à la cellule. Sinon, ça fait. Donc Mmh. voilà, c'est un peu ça, la notion de fraternité et de communauté dans le druidisme. C'est quelque chose qui sert le tout. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Le je et l'autre. Mmh. Pour que le tout aille vers la paix et vers le mieux. Sinon, si on a un clan avec chacun fait pas du tout le métier qu'il est censé faire parce que juste il était le fils ou la fille de... Et donc du coup, il fait pas du tout le métier qui lui plaît. Bon, on se retrouve avec un clan qui dysfonctionne. Le forgeron, il bâtit, il fait des épées comme un pied. Voilà, non mais voilà, enfin, c'est peut-être aussi un bon message pour la communauté actuelle maintenant, en fait, c'est d'être à l'écoute. Bon, on est quand même dans une société où commencent les gens à être... Le lien au travail est bien différent, hein. Ils pensent beaucoup à leurs pommes, hein, les gens maintenant, dans le lien au travail. Mais c'est bien parce que ça pousse à se questionner sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Mmh. pour pouvoir être utile au tout. Voilà. Oui. Et ça va même enfin, c'est très, très intéressant et ce schéma-là, on peut même l'étendre plus loin. C'est-à-dire que c'est dans ma relation aux autres, purement humainement aussi. Mmh. Est-ce que j'ai conscience de faire partie d'un tout indivisible? Mmh. Ou est-ce que, simplement, je fais mes petites histoires parce qu'au final, ce qui est le plus important, c'est ce qui me concerne moi. Mmh. Et là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus égocentrique. Alors qu'il y a un sain égocentrisme, c'est-à-dire prendre soin de soi, Mmh. c'est très important parce que si je dysfonctionne, comme tu dis, si je suis pas dans le bon métier, si je prends pas attention
à mon énergie, et à moi-même et à mes valeurs, je vais pas pouvoir servir de manière adéquate la collectivité. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui dysfonctionne, dans la collectivité, il va y avoir un dysfonctionnement. Et la collectivité est là pour soutenir, en fait, aussi ce travail-là, devrait être là pour soutenir ce. Mmh. Et ouais. Et donc on arrive à la 5e La 5e, ouais. valeur, qui est la spiritualité et le respect des ancêtres. Alors la spiritualité, encore une fois, on en a parlé, hein, c'est quelque chose, on a mis beaucoup de choses derrière. Donc, moi, si je me permets, c'est juste par rapport au fait que la spiritualité, c'est tout ce qui a aspect à l'esprit, donc au souffle premier, voilà, quelque chose de divin, quelque chose de subtil, hein. C'est pas simplement une pratique yogique ou je sais pas quoi. C'est vraiment quelque chose qui fait partie des attributs et des besoins de l'esprit. Donc la spiritualité était profondément ancrée dans leur culture, avec un fort respect pour les ancêtres et la tradition. Donc juste pour ce plan encore, les besoins de l'esprit et du corps peuvent être très, très différents. Face aux besoins du corps, les besoins du subtil peuvent être oubliés. Donc ça, c'est vrai que du coup, ça peut être un problème, dans le sens où, il n'y avait pas qu'une histoire de reliance à la matière. Voilà, c'est la matière et l'esprit. L'esprit insuffle la matière, on doit être en lien aussi avec cet esprit-là pour comprendre comment les choses fonctionnent. Et ensuite, le respect pour les ancêtres et les traditions, ben oui, ça s'appelle la mémoire, ça s'appelle d'où on vient, ça s'appelle notre base, ça s'appelle notre structure, ça s'appelle. Alors après, rien ne nous empêche d'évoluer par rapport à ça, mais ça s'appelle nos fondements fondamentaux. De les oublier pour recréer quelque chose de nouveau, mais complètement voilà, sur rien, ça c'est un danger. Et ça a été un danger aussi pour beaucoup de philosophes, de dire l'idée de construire quelque chose si on veut construire, si on veut évoluer, c'est sur une base de quelque chose. Sinon, on construit sur rien, mais du coup, ben, plus rien n'a de référence, en fait. Donc, on reconstruit quelque chose, encore une fois, de subjectif qui n'est basé sur rien, même pas une loi de la nature. Donc, si ça se trouve, c'est juste une lubie, quelque chose qui va aller à l'inverse même des lois de la nature ou de l'équilibre de la nature. C'est pour ça que les traditions étaient très importantes, c'est parce que dans ces traditions-là, on trouvait la base mythologique. La base mythologique, ça veut dire, c'est modèle premier, c'est comment fonctionne l'être humain et la nature. Et si on oublie ça, ben alors tout ce qu'on peut faire comme action peut aller à l'encontre de la vie et de la nature. Donc voilà pour les 5 grandes valeurs du druidisme. Et effectivement, ça, on peut le retrouver dans toutes les philosophies du monde, d'Orient et d'Occident, hein, sans aucun problème. Alors on arrive presque à la fin de ce magnifique épisode. On a parlé, débattu de beaucoup de choses extrêmement pertinentes et intéressantes. Puis histoire de pas partir sur plein de vérités, on va encore soulever des questions ou de la réflexion. Je propose que Joël nous partage avec nous une dernière triade. Oui, une triade sur la sagesse. 3 vertus de la sagesse: être conscient de toute chose, endurer toute chose, se détacher de toute chose. Ouh, joli programme. Elle pique, hein? Elle pique un peu, ouais. Comment dire? Ça gratte dans le dos, Ah non? Un oui, petit peu, oui, hein? Un petit je peu. vous vois en train de... Tu Je vous la peux la relis, je vous la relis. ouais, relis-la, Voilà, relis-la, 3 relis-la. vertus de la sagesse. Être conscient de toute chose, endurer toute chose, se détacher de toute chose. Waouh. Ça va retourner Ouais. le cerveau de certains, ça, quand même. Ouais. Donc voilà. Alors, l'idée, c'est pas de repartir dans un débat pendant 1 heure, juste tous les 3 parce que sinon on va refaire un 2e épisode, ce qu'on peut tout à fait faire, hein. Mais on va plutôt laisser les auditeurs et les auditrices, réfléchir à cette belle triade, voilà, on va pas plus la commenter que ça, je pense, parce que Ah mais je pense qu'on Jean-Baptiste, il aurait aurait tous des trucs à dire, hein? je pense qu'on a tous, bon, tu veux dire 2-3 choses, Jean-Baptiste, vas-y, Vas-y, hein. vas-y, Fais-moi lâche-toi, confiance. lâche-toi. Vas-y. Non, je vais pas me lâcher, justement, déjà parce qu'on parlait que si on n'arrive pas à arrêter quelque chose, on le maîtrise pas. Donc, donc, à ce niveau-là, je vais faire un effort. Non, je trouve, moi, c'est une triade que je trouve
en même temps très paradoxal, parce qu'il y a être conscient de toute chose, mais en même temps s'en détacher, et en même temps endurer. Qu'est-ce que c'est? C'est être toute chose, donc tout quoi, voilà. Et en même temps, de vraiment se pencher sur ce sujet et d'aller profondément dans l'essence de ces 3 triades. Il y a une mine d'or là-bas derrière. Il y a une mine d'or parce que je pense que ça rejoint même ce que disent par exemple, c'est Eckhart Tolle par rapport au moment présent. Lui-même disait dans ses conférences, même s'il a l'air d'être tout gentil en disant le moment présent, il faut. C'est la manifestation, il le dit comme ça, je crois que c'est même ces mots, la manifestation n'est pas là pour nous conforter. Donc ça veut dire qu'on doit endurer quelque chose. Ensuite, c'est en avoir conscience et s'en détacher. Et lui, encore une fois, si je le prends lui comme exemple, il paiera des droits d'auteur, c'est pas grave, mais il disait que par rapport au détachement, c'est que en fait, n'importe quelle situation, et d'ailleurs c'est pas le seul à le dire, hein, mais une situation, c'est neutre. C'est-à-dire que c'est un événement. Et c'est nous qui allons y mettre notre histoire dedans. C'est nous qui allons en faire quelque chose. C'est nous qui allons générer tout un univers autour de cet événement en fonction de si ça nous plaît, si ça nous plaît pas, si c'est dur, si c'est pas dur, si ça nous sert à quelque chose, si ça nous sert pas à quelque chose, etc., etc. Donc, bah oui, en fait, avoir conscience de toute chose, c'est de se dire avoir conscience de tout ce qui se passe. Donc là, c'est l'observation des lois de la nature. Endurer toute chose, bah, de toute façon, il faut qu'on traverse les épreuves, parce que c'est la vie qui va nous mettre face à des épreuves. Et s'en détacher, c'est-à-dire ne pas en faire une affaire personnelle et ne pas dramatiser peut-être les choses, mais qu'elles nous soient utiles. Et elles nous seront utiles que si on arrive à s'en extraire quelque part aussi. Voilà. C'est si on patauge dedans et puis ça nous sert plus à rien, sauf à se lamenter peut-être. Mais le fait de s'en extraire et de s'en détacher, c'est de voir les choses objectivement. Et de voir les choses objectivement, ça nous apporte de la sagesse. Donc, le druidisme est parfait comme pratique pour atteindre la sagesse. Merci, du coup, Joël, d'avoir créé ton école. C'est QFD. C'est un beau mot de la fin. Ouais, magnifique, magnifique. En plus, tu as fait ça d'une manière très ciselée. Alors, tu as parlé d'Eckhart Tolle, qui est un de mes philosophes préférés, donc c'est parfait. Tout est parfait. Tout est parfait. Bon, alors. Tout est parfait. Ne rajoutons pas de coups de peinture sur le tableau. Non, c'est pas la peine. En tout cas, un grand merci à vous deux. Évidemment, merci à Joël, ma partenaire de crime depuis quelques épisodes maintenant. Puis merci Jean-Baptiste d'être venu nous voir et de passer cette grande heure, on a largement dépassé l'heure, à débattre de sujets philosophiques et de la sagesse druidique. C'était passionnant. Donc merci. Et bah écoute, on vous retrouve très bientôt. En tout cas, Joël, je te retrouve très bientôt. Jean-Baptiste, peut-être une prochaine fois, au plaisir. Enfin, j'espère qu'on se croisera à l'école, du coup. Oui. Oui, parce qu'il y a des chances qu'on croise notre chemin là-bas. Ça marche, avec plaisir. Merci à toi. C'est du lac de Neuchâtel. Puis une très belle semaine à tout le monde. Merci Christophe. Merci. À bientôt. À bientôt. Bonne semaine tout le monde.